C'est un peu Terminator, hein. On voit bien que l'homme il arrive toujours à trouver une solution quand même. T'arrives à la cour de récréation comme ça, il n'y a personne qui t'emmerde. Le champ de bataille d'aujourd'hui déjà, on voit bien qu'il est devenu tellement transparent et violent que la priorité c'est la vitesse. D'ailleurs aujourd'hui on voit bien que ce soit les Ukrainiens ou les Russes, on revient à des choses très mobiles. Ça marche bien. Vous accepteriez de nous raconter la pire journée de votre vie? Hello tout le monde, nouvel épisode 20 minutes avec exceptionnel aujourd'hui. On est sur le site Ballard qui regroupe les états-majors des forces armées françaises et d'une minute à l'autre va nous rejoindre le général de corps d'armée Bruno Baratte qui prépare la France à la guerre du futur. Bonjour mon général. Bonjour Romain. Enchanté. Comment allez-vous? La France a toujours été reconnue pour sa capacité à innover, et notamment dans le secteur de la défense. Parmi ceux qui œuvrent pour que cette réputation perdure, le général Bruno Baratte, à la tête du commandement du combat futur. Sa mission, détecter les meilleures technologies du grand public et imaginer comment elles pourraient aider l'armée française sur le terrain. Bruno Baratte et ses équipes sont au centre de l'innovation en termes de défense. Alors ensemble, on a pu parler de sa vision, des nouvelles technologies, des avancées majeures qu'il a pu observer sur le terrain et de sa stratégie pour préparer la France à la guerre du futur. Avec l'armée de terre, il m'a aussi permis de tester devant la caméra et avec vous, de manière exceptionnelle, un casque pare-balles digne des films Marvel ou encore un prototype de robot armé. Bienvenue, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on passe 20 minutes avec le général qui prépare la guerre de 2040. On a fait un tout petit peu comme chez nous, mais on n'a pas oublié qu'on était chez vous. Oui, il faut. Voilà. Quand des amis vous demandent ce que vous faites au quotidien, vous leur répondez quoi? En fait ce commandement il est très récent, il a 1 an d'existence officiellement. Il a été lancé il y a à peu près 2 ans, suite à la volonté du chef d'état-major de l'armée de terre de disposer d'un outil capable d'éclairer l'armée de terre et de transformer son armée de terre. D'accord. Pourquoi éclairer l'armée de terre? Puisqu'on voit qu'aujourd'hui on est dans une phase un petit peu de rupture. Sur le plan géopolitique et géostratégique, vous le savez très bien, vous voyez bien que les menaces montent, que les conflits se multiplient un peu partout dans le monde. Mais on avait aussi fait le constat d'une évolution technologique qui était assez exceptionnelle et qui a changé de tempo. C'est devenu de plus en plus rapide, de plus en plus dynamique. Et finalement, sur les différents théâtres d'opération sur lesquels on était engagés, on voyait que les technologies civiles étaient détournées à des fins militaires. Et donc on s'est rendu compte que finalement notre process habituel, la façon de faire la guerre jusqu'à présent, devait évoluer pour être capable de tirer le meilleur parti de ces nouvelles technologies qui étaient en train de se développer. Et donc ce commandement a été créé pour ça, éclairer l'armée de terre, l'aider à se transformer et faire en sorte que les innovations se transforment le plus rapidement possible en capacités, ce qu'on appelle des capacités militaires. Le combat futur pour l'armée de terre, c'est la référence en matière d'innovation dans toutes ses dimensions. Pour donner un temps d'avance à l'armée de terre, il s'appuie sur 4 piliers qui assurent une veille des conflits et des évolutions technologiques, qui expérimentent aussi, et qui assurent un dialogue permanent avec les industriels tout en élaborant les nouvelles doctrines. Vous êtes passé par Saint-Cyr, par HEC, par l'IHEDN, vous avez été chef de corps du 1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine à Bayonne, officier dans les forces spéciales, commandant des troupes françaises au Sénégal, puis à la tête de l'opération Barkhane. Vous avez dirigé les forces spéciales terre et aujourd'hui vous êtes général de corps d'armée à la tête du commandement du combat futur. Vous pouvez nous raconter ce parcours hors du commun? L'intérêt de l'armée, c'est surtout qu'on occupe un poste à responsabilité une fois qu'on a appris ce qui était au niveau N-1. Et donc ça permet finalement de bien maîtriser son sujet lorsqu'on passe au niveau supérieur et de bien comprendre les contraintes qu'il y a aussi sur la troupe lorsqu'elle est sur le champ de bataille, le froid, la pluie, la boue, la faim, la fatigue. Et finalement de comprendre qu'on ne peut pas tout faire sur un papier, sur un PowerPoint, et qu'il y a quand même des contraintes. Et donc ça, le fait d'avoir vécu le travail par le bas, un peu le stage ouvrier finalement, fait que les décideurs comprennent mieux finalement l'impact de leurs décisions, ou les mesures, ou les limites de ce qu'ils vont décider. Ce qui fait plaisir et ce qui fait toujours la fierté d'un chef militaire, c'est lorsqu'il retrouve les soldats. D'accord. Échanger avec la patte humaine. La patte humaine, c'est ce qu'il y a de plus riche. C'est fondamental, donc c'est pour ça que vous parliez de la technologie, c'est très intéressant, mais le cœur de notre sujet dans l'armée de terre et dans les armées, c'est être avec les gens, les comprendre, échanger avec eux, parce qu'on voit toute la richesse de l'humain et tout le potentiel qu'on peut en tirer lorsque justement on sait les commander et on sait les faire travailler ensemble. C'est vrai qu'en tant que civil, on n'imagine pas une seconde à la fois l'amour que vous pouvez ressentir pour les humains qui vous ont accompagné dans toute cette aventure,
Parce qu'en même temps, on ne peut pas, nous, connaître ce par quoi vous êtes passé. Et Oui. qu'est-ce qu'on endure en fait au final? On a du mal à imaginer. Et vous faites bien de souligner l'amour, parce qu'en fait, on ne commande efficacement que si on aime ses hommes. On ne peut pas les commander efficacement. Et lorsqu'on donne des ordres, justement, vous parliez des moments un petit peu intenses dans une carrière. Je pense que pour un chef militaire, le moment le plus intense, c'est lorsqu'on a donné ses ordres, on connaît les risques que l'on accepte de faire prendre aux soldats qui vont aller remplir la mission, et on a toujours cette appréhension pour nos soldats. Vous dirigez aujourd'hui le commandement du combat futur, dans lequel se trouve le groupement Innovation, auquel appartient le Battlelapter créé en 2019. Sa mission, être le bras armé de l'innovation ouverte de l'armée de terre, explorer les technologies civiles pour en faire des atouts militaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que ça veut dire? Alors, par exemple, un des prix d'innovation de l'année dernière, c'est un sous-officier du génie qui a mis au point tout un dispositif d'impression 3D pour imprimer des mines d'exercice, pour que les gens qui se retrouvent à l'instruction puissent voir à quoi ressemble la mine qu'ils pourraient avoir face à eux dans tel ou tel théâtre d'opération. Et donc il a développé tous les fichiers possibles et imaginables. Et donc chaque unité peut imprimer sa mine et donc recréer un environnement réaliste du terrain de bataille de façon à ce que les soldats puissent s'entraîner dans des conditions réalistes. Donc voilà un exemple assez concret avec justement ces nouvelles technologies, des impressions 3D qui le permettent. Donc le commandement aujourd'hui du combat futur, c'est ça, c'est permettre à des équipes différentes. C'est de créer un cadre qui permet à ces soldats qui ont des bonnes idées de faire remonter ces idées-là au travers d'un logiciel que l'on appelle API, qui a permis à chaque soldat dans chaque régiment de faire remonter sa bonne idée. C'est étudié en centrale tous les mois et les idées qui nous paraissent les plus pertinentes ou qui ne sont pas redondantes avec d'autres, on met des moyens soit financiers, soit juridiques pour les aider, parce que des fois c'est uniquement pour les aider à déposer un brevet, et on les aide à développer leur idée. Voilà. Donc ça c'est plutôt l'innovation participative, c'est comment ce bouillonnement peut être capté et généralisé, puisqu'ensuite certains passent à l'échelle, donc on fait des passages à l'échelle et on diffuse ça dans tout le reste de l'armée de terre. Et il y a tout ce qui est, je dirais, dans la technologie duale, dans le civil, qui nous intéresse. Et donc c'est là qu'arrive le Battlelapter, qui est là pour essayer de capter toutes ces bonnes idées, toutes ces briques techno, et voir en quoi ça peut avoir un gain tactique pour nos unités, en quoi ça peut les aider dans la conduite de leur mission pour être en supériorité opérationnelle. Et donc c'est à eux d'aller détecter, chercher, trouver ces idées-là, ces technologies, et les amener sur le terrain. Merci infiniment de nous recevoir, le setup est incroyable. Je vous laisse peut-être vous présenter pour que les gens vous connaissent un peu mieux. Oui, donc je suis l'adjudant-chef John et je suis sous-officier explorateur au sein du Battlelapter de la section technique de l'armée de terre. Ça consiste en quoi votre métier? Donc mon métier c'est de tester le matériel pour voir si ça répondrait éventuellement à un besoin de l'armée de terre. On a plein de produits qui sont des concepts à ce stade-là devant nous. Oui. Il y a des produits que vous testez qui sortent exactement comme ça d'usine et que vous décidez d'acheter pour les essayer et vous verrez bien ce que vous en faites, ou à chaque fois que vous avez des produits ici, finalement ils ont tous été modifiés? Oh non, là il n'y a aucune modification là, de ce que je peux vous présenter là sur cette table. C'est du produit qui est déjà commercialisé, que ce soit des lunettes à vision à tête haute qui sont commercialisées depuis des années. Hein. Celles-ci ce sont des Ngo pour le vélo, pour Microled. Pour la marche à pied, la course à pied, le vélo, toutes sortes de multisports on va dire, et qui va donner des indications donc, sur la lunette, que ce soit le rythme cardiaque, le temps de course, le nombre d'escaliers. Et ça vous aide en quoi demain sur le terrain? Donc nous c'est plutôt une vision qu'on s'est dit pour la petite mobilité. D'accord. On s'était dit que plutôt que de toujours regarder l'écran, ou si on va cacher l'écran parce qu'il fait nuit, on pourrait avoir des indications directement sur l'œil. Ça c'est un produit que n'importe qui peut acheter, mais demain on pourrait imaginer que des développeurs au sein de l'armée de terre puissent développer un logiciel qui peut s'adapter par exemple à certaines missions pour qu'on puisse avoir par exemple nos coéquipiers ou les autres soldats. Voir une minimap avec l'info de l'ennemi et de l'ami par exemple. C'est dingue. J'y pense forcément, mais j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo et aux jeux de combat et autres. Je ne pensais vraiment pas il y a 10 ans qu'on pourrait voir ça aujourd'hui, quoi. Donc là, votre montre enregistre
les données forcément santé. Ouais. Et en parallèle, vous affiche par exemple le nombre de kilomètres que vous faites. Oui, oui. Parce que là, je vais lancer une application quad par exemple. D'accord. Et donc là, normalement, vous avez le chrono qui a commencé. Exactement. Voilà. Je les avais jamais testés pour le coup. Je sais que c'est un produit grand public, mais je les avais jamais testés. Effectivement, ça fonctionne très bien. Et il y a une situation que je n'avais pas imaginée, c'est on ne veut pas que l'ennemi, par exemple, nous voit en pleine nuit avec un écran allumé. Souvent, les écrans sont très lumineux ou plutôt grands. C'est effectivement un super produit pour quand même avoir un affichage LCD, quoi. Ouais. Et après, vous n'avez plus qu'à faire comme ça. Et vous passez sur la deuxième fenêtre où vous pouvez choisir autre chose. Vous pouvez choisir la distance. C'est génial, c'est incroyable. Et il y a un troisième volet où ça se met en pause. Exactement. Si on n'a plus besoin de le voir. Très intéressant pour ce premier produit. Il y en a d'autres que vous avez sélectionnés? Oui, mais toujours dans l'esprit affichage tête haute. Là, c'est le A-Ride de la société A-Light. D'accord. Donc c'est le même système, sauf que c'est un prisme. Ah, il est juste là, Ouais, effectivement. c'est un prisme ici. D'accord. Et on peut donc afficher là tout ce qui est, donc c'est fait pour les motards, hein. Donc on a les navigations, que ce soit avec Waze ou avec Google Maps, ou système de communication. Carrément, on peut appeler quelqu'un par la voix, avec le micro. Vous avez déjà eu des refus d'entreprises qui vous disent bah non, moi j'ai pas envie de travailler avec l'armée, j'ai pas envie de développer peut-être différemment mon logiciel ou autre. C'est une question qu'on peut se poser. Oui, des fois ça arrive, ouais. Ça arrive, il y a des sociétés qui préfèrent rester neutres. D'accord. Plutôt que d'afficher une coopération avec l'armée. Mais souvent ils utilisent un autre nom, si vraiment ils ont envie de le faire. D'accord. Une holding qui s'appelle autrement, ce qui permet de quand même travailler un peu avec eux. Et là je vois un produit beaucoup plus futuriste. Voilà, donc là on est sur le casque qui s'appelle Ronin de la société DevTac. D'accord. Ce sont des casques balistiques. Ça signifie quoi pour ceux qui ne savent pas? Ça signifie qu'on peut arrêter un tir de 9 mm. C'est de l'arme de poing. J'ai plus l'impression de l'avoir déjà vu dans Marvel qu'au sein des forces de l'armée, parce que j'ai pas forcément l'habitude de voir les soldats équipés. C'est lourd? Alors celui-ci c'est le plus lourd, c'est la version pour les plus grosses têtes. Donc lui il est à 2,4 kg. Ah non, mais là à part un pilote de F1 ou pour le coup des soldats bien entraînés, c'est hyper lourd. Ouais, c'est assez lourd. Oui, alors effectivement, alors je vais pas dire puissant, mais j'ai le sentiment d'être bien protégé, quoi. Ouais. J'ai cette sensation quand je change de casque de moto. Voilà, si je mets un bol sur la tête ou alors le casque intégral, tout de suite j'ai beaucoup plus confiance en ce que je fais. Donc sur la tête, il paraît beaucoup moins lourd que quand on le... Complètement. Parce qu'il est quand même équilibré. Et là, on pourrait imaginer demain un affichage aussi tête haute, par exemple, dans ce casque-là. Là, j'ai quoi finalement comme équipement? On peut mettre des capteurs tout autour. Donc là, il y en a une, c'est une caméra. Donc on peut activer une caméra qui peut être lue par quelqu'un, on va dire sur une colonne par exemple, avec le collègue qui est derrière, qui peut voir ce que vous voyez qui est devant. D'accord. Vous pouvez aussi là allumer des lumières si vous vous retrouvez dans le noir, que vous avez besoin de... Oui, vous pouvez mettre du laser. Ici, il y a une griffe pour pouvoir avoir la vision nocturne. Donc après, on peut le mettre comme on veut, suivant la mission. Et je vois très bien, parce que j'avais la sensation que finalement, j'allais avoir un champ de visibilité très restreint. Pas du tout. C'est très impressionnant. Ça coûte combien un casque comme ça? Il faut compter 3 000 €. Ah oui, quand même. Quand je pense justement là à l'armée de terre, on n'imagine pas en fait une seconde qu'un drone, par exemple pour enfants, pourrait être détourné en drone de surveillance. C'est un exemple, hein, c'est pas forcément ce que vous faites, mais qu'est-ce que j'ai loupé? En quoi les technologies civiles aujourd'hui peuvent être plus intéressantes que les technologies militaires déjà mises en place? En fait, aujourd'hui, on assiste à une évolution majeure qui est assez délicate pour les militaires, parce que jusqu'à présent, beaucoup de technologies de pointe étaient tirées par des cas d'usage militaire. Bon, c'est toujours le cas dans certains secteurs de la dissuasion et autres. Comme la Formule 1 avec l'automobile, ça arrive jamais à l'inverse, ça arrive très rarement finalement. Voilà, très rarement. Et jusqu'à présent, même si on prend l'exemple des télécommunications, il y a quelques années, la France avait inventé le système RITA, qui était une révolution, qui permettait un maillage territorial, bon, qui aujourd'hui en 4G, ça se fait très naturellement. Voilà, c'est les premières 4G finalement, les premiers systèmes. Et donc c'était vraiment un cas d'usage militaire sur un espace de bataille, comment créer finalement de la connectivité alors qu'il n'y a pas d'infrastructure. Donc c'était l'idée militaire qui tirait la techno. Aujourd'hui,
dans les télécommunications, ce sont les technologies ou les cas d'usage civils qui tirent la techno. Aujourd'hui, on est incapable d'avoir le même niveau de service que des orbites basses faites par Starlink, je vois que Amazon s'y met, que d'autres s'y mettent. Il y a le projet Iris Square, donc on voit bien que aujourd'hui, la technologie avec les orbites basses et la multiplication et la facilité d'envoyer des satellites, soit en orbite basse, soit peut-être demain dans la très haute altitude aussi, qui devient un espace de conquête. On voit bien que toutes ces technologies-là qui sont tirées par le civil, et donc avec des coûts très faibles d'ailleurs, elles sont beaucoup plus performantes finalement que des technologies militaires. Et en plus, les géants de la tech cherchant à rester et à conserver cette avance, investissent tellement d'argent qu'il est illusoire de pouvoir les rattraper. Donc c'est le constat que je faisais avec mes camarades américains qui ont la même vision et qui disent bon, ben, du coup il faut changer notre approche, c'est comment je peux tirer le maximum de bénéfices de la technologie civile tant qu'elle fonctionne, et le jour où elle ne fonctionne pas, ben, j'utiliserai peut-être une technologie militaire moins performante, certes, parce qu'il n'y aura plus d'infrastructure qui le permettra, mais s'il y a la 4G, utilisons la 4G. Il ne faut pas s'embêter. Voilà. Comment est-ce qu'on approche une entreprise grand public pour détourner l'usage de ces innovations pour l'armée? Est-ce que certains refusent? Jusqu'à présent, on n'a pas vraiment eu le cas. C'est un des éléments aujourd'hui dans l'évolution du champ de bataille. On voit que avec l'emploi de ces technologies civiles, on va avoir de nouveaux acteurs qui rentrent sur le champ de bataille et des acteurs privés. C'est un peu la révolution. Donc on le voit avec Starlink sur le conflit ukrainien. Palantir. On voit avec Palantir dans d'autres qui vendent aussi des services. C'est hallucinant. Ouais. On voit d'autres avec le New Space, on voit se développer ce type de société qui vendent des services qui peuvent avoir un intérêt militaire et tactique. Et donc, finalement, ils rentrent aussi, ça devient des parties prenantes dans la gestion de la guerre et du conflit. Et donc, comment est-ce qu'on gère justement cette multiplication des acteurs? C'est aussi un des défis que l'on a dans les conflits modernes. Vous êtes très exigeant. Est-ce que c'est difficile de travailler avec l'armée? Demain, vous adorez mon produit, je suis une entreprise grand public, on veut travailler ensemble, c'est très compliqué, c'est des process très longs, comment ça se passe? Bon, déjà, si le produit, on sera intéressé si le produit apporte une plus-value tactique. Bien sûr. C'est vous qui contactez ou ça peut être aussi des entreprises qui vous contactent? C'est un peu les deux. Ok, je sais pas. On a aussi des entreprises qui nous proposent leurs produits. D'accord. Le monde industriel aussi s'intéresse, cherche des marchés relais, parce qu'il y a des relais de croissance qui sont possibles. Donc aujourd'hui, on a aussi des entreprises qui viennent nous voir. Mais ensuite, c'est également nous qui regardons un petit peu ce qui se passe dans le monde de la tech pour voir s'il y a des choses qui peuvent nous intéresser. Et à ce moment-là, on peut s'en approcher. Oui. Alors vous êtes exigeant? Exigeant. C'est difficile de travailler avec l'armée, je ne me rends pas compte. C'est difficile, c'est compliqué. C'est compliqué pour le passage à l'échelle. En fait, c'est très simple pour travailler sur de l'évaluation, de l'expérimentation. Ensuite, la difficulté, c'est toujours une affaire de passage à l'échelle lorsqu'on passe dans le volet contractuel, où là, il y a plus d'acteurs qui entrent en ligne de compte. Et donc, c'est souvent un peu plus compliqué, parce qu'on est soumis au code des marchés publics. Il y a selon la taille des marchés, c'est un peu compliqué. Donc, c'est là qu'il y a souvent besoin d'un accompagnement. Et donc, la Direction générale de l'armement, justement, met en place des outils pour aider les entreprises dans ce domaine-là. Mais ça, c'est plutôt le domaine de la DGA, donc, qui est plutôt destiné à aider les entreprises à pouvoir passer des marchés ou à rentrer sur le marché défense. Parce que là, on parle du marché où une entreprise vous sert en tant que client, mais est-ce qu'il y a des technologies que vous pouvez racheter? Il y a une technologie incroyable française, vous ne voulez absolument pas que d'autres pays s'en emparent, vous pouvez racheter l'entreprise ou comment ça se passe? Non, ça c'est géré plutôt par la DGA qui gère ses affaires industrielles. Après, il y a beaucoup de brevets et d'innovations qui sont dans le domaine public aussi, qui appartiennent à l'État. D'accord. C'est-à-dire que ce soit l'ONERA, le CEA, l'Institut Saint-Louis, tous ces centres de recherche étatiques produisent des technologies de très haut niveau, les font breveter, et donc tous ces brevets sont aussi à disposition des entrepreneurs. Donc eux aussi peuvent utiliser l'intelligence publique pour progresser ou faire évoluer leurs produits. Et tout au long de votre carrière et au sein de l'armée, vous avez vu des trucs de fous qu'on ne peut pas imaginer? Enfin, moi, c'est des questions que j'ai envie de vous poser. Je sais que c'est peut-être... Enfin, c'est des questions qu'on se pose. On se dit, qu'est-ce que vous avez vu de plus fou
qu'aujourd'hui, on peut annoncer parce que... Mais à l'époque, quand vous l'aviez découvert, on a parlé tout à l'heure du réseau. Est-ce qu'il y a des choses dans votre carrière, quand vous l'avez vu la première fois, vous vous êtes dit « je suis dans un film ». Alors, pas vraiment dans un film, parce qu'en fait, ça a été des évolutions continues. Mais effectivement, lorsqu'on a eu les premiers outils qui nous permettaient, sur un téléphone ou sur une petite tablette, d'avoir la position de tous nos pions, tous nos équipiers, et donc de pouvoir commander sans ordre, en fait, sans être à la voix et dire, parce qu'on voyait exactement où était la position de tous les amis ou tous les ennemis. Cliquer pour savoir. Voilà, et on pouvait cliquer, savoir. Donc quand on voit ça, effectivement, ça accélère énormément le cycle de décision et ces nouvelles technologies. Quand on les a pour la première fois, effectivement, ça surprend. On ne pensait pas qu'on soit capable de faire des choses pareilles. Et là, il y a des technologies plus récentes où vous rentrez de temps en temps chez vous et vous vous dites, alors là, ce que j'ai vu aujourd'hui, quand même, si ça, vraiment, c'est déployé demain, on est dans la... Voilà. Oui, alors oui, avec les algorithmes, oui. Et c'est d'ailleurs la grande... ce qui a vraiment accéléré cette transformation, c'est au niveau des technologies, c'est vraiment le numérique et l'arrivée des algorithmes, de la donnée, de la gestion des données de masse, qui fait qu'aujourd'hui on a vraiment de l'IA qui produit des effets assez incroyables. Aujourd'hui, dans les essaims on commence à avoir des essaims de drones, donc avec des drones qui échangent de l'information, qui collaborent, qui se transmettent des cibles. Il y en a un qui reprend la main parce qu'il est en meilleure position pour prendre la main et le pilotage de l'essaim. Sans assistance humaine. Voilà, et avec juste un opérateur qui donne une mission et l'essaim est capable de remplir sa mission. Donc aujourd'hui, on voit que les algorithmes et les progrès dans le domaine des algorithmes fait qu'on a vraiment des choses qui sont assez inquiétantes pour l'avenir. Inquiétantes ou rassurantes, ça dépend de quel côté on se place, mais en tout cas qui ouvrent des perspectives assez étonnantes ou effrayantes. On a pu tester là, pour continuer dans les choses folles, on a pu tester récemment en Angleterre une innovation de Richard Browning qui aujourd'hui sert l'armée américaine avec des jetpacks, exactement les mêmes jetpacks que dans Iron Man. Vous aimeriez voir demain vos soldats voler avec des jetpacks, se déplacer de bâtiment en bâtiment? Oui, et alors ce que je trouve dommage, c'est qu'on a une pépite en France qui le fait. Francky Zapata. Qui le fait depuis déjà des années et finalement on n'a jamais réussi à l'aider à progresser dans ce domaine-là ou en tout cas à lui passer une commande nécessaire pour sécuriser son objet, alors que j'y crois beaucoup. Parce que justement le champ de bataille de demain, d'aujourd'hui déjà, on voit bien qu'il est devenu tellement transparent et violent que la priorité c'est la vitesse. D'ailleurs aujourd'hui on voit bien que des deux côtés, que ce soit les Ukrainiens ou les Russes, on revient à des choses très mobiles, donc les unités d'assaut sont plutôt sur moto, sur des quads, pour aller vite, se déplacer rapidement sur le champ de bataille. Et donc des objets comme ça, effectivement, je pense qu'on les verra assez rapidement sur les champs de bataille. On a tout vu pourtant à Paris, hein, en termes de trottinettes électriques. Mais alors ça, jamais. Blague à part, c'est pourquoi faire? Elle est, alors oui, elle est reconnue comme une trottinette. D'accord. Ah oui, quand même. Okay. Oui, c'est comme ça qu'on l'a appelée. En fait, c'est tous les jours Noël. Si on parle que de produits, pas de la mission derrière, moi j'ai l'impression que vous faites tous les jours Noël avec un nouveau produit qui arrive. C'est incroyable. Ouais. Et donc là, par exemple, quand vous avez sélectionné le produit, vous vous êtes dit, il pourrait servir dans quelle situation? Nous, on l'imaginait bien sûr, et d'ailleurs la brigade parachutiste s'était positionnée tout de suite dessus, parce qu'eux, ils imaginent le larguer par avion avec les parachutistes et eux avec tout leur sac, leur équipement assez lourd, avec la remorque parce qu'il est doté d'une remorque qui est aussi électrique, ça ses propres moteurs électriques, sa propre batterie, mettre du pactage et pouvoir se réarticuler à l'abri de la zone de saut, partir faire leur mission. En fait, si vous n'avez pas ça aujourd'hui, il y avait quoi jusqu'à présent pour transporter le matériel d'un parachutiste? Ben, on a du largage de petits véhicules comme du quad ou des petits buggy. Et ça reste plus lourd? Ça reste plus lourd, c'est moins discret parce que là on est sur de l'électrique. Ah oui, tous les buggy même électriques, et oui, okay. Ouais. Ils n'étaient pas électriques? Non. D'accord. La bonne autonomie, pouvoir mettre de la charge utile assez importante, fait que c'est un vecteur qui intéresse. Vous les découvrez comment ces technologies?
comme ça, ou parfois c'est les entreprises qui vous contactent? On peut les voir souvent dans les salons. D'accord. Donc il faut aller faire de la veille, aller dans des salons innovants, des forums innovation défense ou des choses comme ça. Mais aussi sur les réseaux, souvent on voit des choses sur les réseaux. Vous m'avez vendu la vitesse 3, je suis assez intrigué et apeuré à la fois, je dois vous l'avouer. Vous faites pas mal. Ah oui! Ah, ça marche vraiment fort, hein. J'aimerais qu'on parle peut-être d'un échec ou de vos plus gros échecs. On sait que c'est très formateur. C'est quoi la technologie peut-être sur laquelle vous avez mis de l'énergie, qui a été un énorme fiasco, ou une mission aussi que vous avez pu mener peut-être qui intégrait de la technologie et où ça ne marchait pas le jour où ça devait se lancer et vous regrettiez à ce moment-là peut-être un déploiement plus sommaire? Oui. Alors on a régulièrement des échecs technologiques dans les armées. Ben, vous testez tellement de choses que... Non, c'est aussi parce que dans nos programmes d'armement, souvent, on a eu tendance à une époque à être très ambitieux sur l'exigence. En tout cas, on a défini un besoin que les technologies du moment ne permettaient pas d'atteindre. Et en misant sur le fait que les technologies allaient évoluer. Et on s'aperçoit que quand on fait ça, très souvent, on va à l'échec. Donc souvent, c'est pas des erreurs de définition de nos besoins. Et parfois, on va un peu trop loin dans la définition du besoin. Ça a été le cas dans certains systèmes de commandement, de certains systèmes informatiques, où c'était irréaliste parce que la technologie n'existait pas. Donc c'est plutôt, aujourd'hui, on est plutôt dans une approche un peu plus raisonnée de la bonne utilisation de la technologie. Et c'est pour ça que les centres experts de la DGA nous sont très précieux, parce qu'ils connaissent vraiment la maturité de chaque technologie. Et lorsqu'on veut aller vers un nouvel objet, vers un nouveau système, des essaims de drones par exemple, ils sont capables de nous dire que oui, à l'instant T, on est en train d'y aller et que la technologie est en train d'arriver à maturité, qu'on peut se lancer sur ce projet-là. Il y a une histoire d'un échec que vous gardez quand même en tête où vous vous dites là on a vraiment été nuls? Alors oui, le dernier système de commandement qui a été un fiasco. On avait voulu faire un système de commandement, ça s'appelait SIAC2, donc la partie socle était très bien, mais la partie c'était quoi, software... pour qu'on puisse imaginer un petit peu peut-être. En fait, c'était un système de commandement qui était beaucoup trop complexe, trop compliqué, avec trop de paramètres à mettre en œuvre, et donc forcément on n'a jamais réussi. Et puis on s'aperçoit que ça c'est un des grands enseignements, parce qu'on est vraiment sur le terrain, c'est qu'il faut faire des choses simples. Et que tous les objets, toutes les interfaces homme-machine qui sont un peu compliquées, lorsque vous êtes dans le froid, que vous n'avez pas dormi, que vous êtes fatigué et que vous n'avez pas mangé, il faut faire des choses simples. Oh, on imagine, oui, en fait je comprends, voilà. On n'imagine pas les contraintes qu'il y a autour. Les menus déroulants, les choses comme ça, il faut oublier. Des boutons, des boutiques qui résistent au froid, d'accord, je comprends. Comment est-ce que vous appréhendez l'échec au sein de l'armée? Vous dites que vous échouez souvent. Est-ce que c'est une déception? Est-ce que c'est un apprentissage? Qu'est-ce que nous on loupe et qu'on pourrait apprendre peut-être de vous? Alors je dirais c'est pas commun en fait dans nos armées d'avoir un discours où on dit qu'on accepte l'échec. Mais c'est pas commun en France non plus. On a tendance à, depuis notre tendre enfance, on nous apprend qu'il faut éviter de faire des fautes. Donc effectivement, ça forge un petit peu notre façon de voir les choses. Et donc l'échec est souvent mal vécu, alors qu'il est naturel lorsqu'on teste. Donc pour nous, c'est justement aussi pousser les gens à accepter que de temps en temps, il peut y avoir des échecs. Bon, on aura testé quelque chose, mais comme le disent nos amis américains, c'est que lorsqu'on a un échec, c'est pas grave, on a appris des choses. On a appris que ça pouvait pas se faire, par exemple, ou qu'il y a un certain nombre de données qui ont été produites pendant l'échec, et ces données seront toujours utiles et seront exploitées. Mais c'est une autre façon de voir les choses. Vous accepteriez de nous raconter la pire journée de votre vie? Parce que vous disiez au tout début qu'il y a des moments très difficiles que vous pouviez vivre, des décisions que vous prenez pour des soldats, et on ne sait pas forcément si nos troupes reviennent à chaque fois. J'aimerais aussi que les gens qui sont excités là par toutes les technologies et par tout ce qu'on voit puissent se dire « Ok, il faut aussi que je sois peut-être prêt en tant qu'humain à endurer ça au travail et à rentrer avec ce qui peut se passer aussi sur le terrain le soir chez moi. » Bon, après, c'est pas trop lié aux technologies, c'est lorsqu'effectivement on perd du monde sur le terrain. Lorsqu'on a des morts, forcément, là c'est des moments toujours très difficiles.
toujours très difficile parce que ce sont des gens qu'on connaissait bien pour certains, avec qui on a partagé des moments difficiles justement lors des entraînements, lors des exercices, lors de certaines opérations. Et lorsqu'on a des décès, forcément, c'est des journées très très difficiles. Et ça, malheureusement, dans la carrière d'un chef militaire, ça peut arriver. Et on vous apprend à dissocier la vie personnelle de la vie professionnelle, ou c'est impossible et on ne peut pas. Et quand on vit ce genre de drame-là, on rentre chez soi et on... L'avantage, c'est qu'on est rarement chez soi à ce moment-là. Donc on a toujours une phase de décompression où on peut gérer, où on a des psychologues qui viennent entourer les personnels et qui nous accompagnent pour essayer de gérer ces affaires-là. Okay. Parce qu'il faut bien se rendre compte que toutes les technologies dont on parle, elles servent à protéger ces soldats-là, et quand elles n'y arrivent pas, il y a un impact. Pas tout le temps. Exactement. Et justement, il ne faudrait pas penser ou laisser croire que la technologie peut arriver à protéger toutes les vies humaines et arriver au zéro mort. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, la guerre, c'est avant tout une affaire de communauté humaine. C'est intrinsèquement lié à l'homme. S'il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de guerre. Moi, ce qui m'a toujours interpellé un petit peu, c'est notamment, vous parliez du Sahel. Lorsqu'on est au Sahel et lorsqu'on a une puissance technologique française, américaine, avec des systèmes de communication, de surveillance très poussés, on s'aperçoit que des gens qui sont dans le désert arrivent à contourner quand même tous les dispositifs. Ils arrivent à communiquer, ils arrivent à diffuser des vidéos sur les réseaux. Donc il y a toujours l'ingéniosité de l'homme pour finalement utiliser les failles et passer dans les failles. Donc c'est un peu Terminator, hein. On voit bien que l'homme il arrive toujours à trouver une solution quand même. Vous vivez un peu dans Terminator en fait. Des fois on voit arriver un certain nombre de choses qui pourraient faire penser à ça. Ouais. Aujourd'hui vous ne commandez plus des troupes mais des idées. C'est quoi le plus difficile, l'action ou la stratégie? Non, c'est la transformation culturelle que souhaite réaliser l'armée de terre. Parce qu'au-delà de ces innovations technologiques, en fait, c'est apprendre à travailler en réseau. Ce qui n'est pas tout à fait naturel dans une armée, où effectivement lors des opérations on a tendance à travailler en vertical. Lorsqu'on veut développer l'innovation, lorsqu'on veut travailler sur la transformation de notre système, il faut être capable de travailler en subsidiarité, de laisser une marge de manœuvre aux échelons subordonnés, et ça c'est un peu une transformation culturelle, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle le commandement par l'intention, c'est-à-dire que le chef fixe un cadre général, l'idée et l'objectif à atteindre, et laisse ses subordonnés réaliser la mission comme il l'entend. On voit aussi que dans le champ de bataille de demain, les choses vont s'accélérer avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qui va accélérer les boucles de décision. Les objectifs vont être traités de plus en plus rapidement parce que justement on aura des systèmes bien connectés qui permettront d'aller de plus en plus vite. Et donc il faudra avoir des officiers sur le terrain capables de saisir des opportunités le plus rapidement possible. Donc il faut apprendre dès le temps de paix cette capacité à prendre des initiatives, prendre des responsabilités et ne pas attendre systématiquement l'ordre. Donc ça c'est un peu une transformation culturelle, et donc c'est quand même le grand défi de la transformation de l'armée de terre. La guerre de demain, votre poste c'est combat futur. Oui. Ça ressemble à quoi un combat dans le futur? Alors je pense que justement face à la transformation du champ de bataille, on a eu cette période de mécanisation de la guerre que j'ai évoquée avec le début, avec 1917, les premiers chars. Donc on a connu toute cette période de mécanisation, et aujourd'hui on est en train de basculer dans la robotisation du champ de bataille. Donc on va avoir une phase de chevauchement pendant quelques années, où il y aura du mécanisé et du robotisé, mais ce qui est certain c'est que le robotisé sera là, et de plus en plus là. On n'imagine pas aujourd'hui envoyer des véhicules habités dans des champs de mines. On en verra forcément des robots. Il y a plein de domaines où effectivement on voit que le robot apporte une plus-value et aura un intérêt. Avant d'aller tester ces fameux produits avec une partie de vos équipes, j'aimerais pour mes abonnés vous laisser regarder cette caméra-là. Vous allez regarder Thomas, là, juste cette caméra, pour partager aux personnes qui nous écoutent, et en 30 secondes environ, vos meilleurs conseils, selon vous, pour qu'ils se préparent au monde de demain. Alors pour se préparer au monde de demain, il faut rester particulièrement ouvert sur les autres, ouvert sur les technologies. Ne pas se fixer de limites, parce qu'en fait il n'y a pas de limites. Souvent l'être humain a tendance à se fixer des limites, ne serait-ce que d'ailleurs pour être droitier ou gaucher. En fait il n'y a rien qui impose d'être droitier ou gaucher. C'est uniquement le cerveau qui a défini qu'on était droitier ou gaucher. Et donc dans tous les domaines, il ne faut pas se fixer de limites, il faut tester, et après on voit
s'il faut mettre des normes et des carcans en termes éthiques et sécuritaires. Merci infiniment mon général. De rien. C'était un plaisir. Merci beaucoup pour ce temps. De rien, merci Romain. C'est méga impressionnant, vraiment. C'est une machine qui est un concept pour le coup. Là, on a vu depuis tout à l'heure des produits qui sont achetés tels quels dans le commerce. Je ne peux pas aller sur Internet acheter ça. Non, celui-ci, non. Ça me rassure, C'est ça. un petit peu, en même temps. Alors, je suis l'adjudant-chef François de la section technique de l'armée de terre. Donc, comme mon collègue que vous avez vu précédemment, en fait, on fait la même chose, sauf qu'on ne sommes pas dans les mêmes équipes. Moi, je suis dans une équipe qui est plutôt orientée sur les robots terrestres, comme D'accord. vous avez ici, qui est l'Orox 2. Là, vous avez une plateforme, donc toute la partie châssis. Ça a été développé par l'Institut Saint-Louis, c'est un institut de recherche franco-allemand qui est basé en Alsace, qui ont développé cette plateforme. Donc c'est une plateforme 100% électrique, 4 moteurs roues positionnés au niveau des jantes, Comme les Tesla. comme les Tesla. Un moteur par essieu, c'est incroyable, d'accord. 2 essieux directeurs. Attendez, vous le pilotez comment? Avec la télécommande que j'ai sous mon arme. Mais je vous montrerai après. Ok. Il a 3 façons pour être piloté. On arrive à prendre 50 km/h, on a fait les essais dans la pelouse derrière. Donc sur 10 secondes, une centaine de mètres, il monte à 50 km/h. D'accord. Il peut emporter avec lui 400 kg. Donc il faut imaginer cette plateforme comme une plateforme multi-usage. Vous avez là en version armée avec un Tourello 12.7 de la société belge FN Herstal. Mais on peut imaginer pouvoir mettre n'importe quelle charge utile dessus. Il est prévu pour pouvoir prendre 2 palettes classiques. Pouvoir mettre un brancard au milieu. Après, Bien tant sûr. qu'on est en dessous des 400 kg, on peut lui mettre n'importe quelle charge utile dessus. Donc pour pouvoir opérer la partie châssis, j'ai plusieurs moyens. Donc vous avez ici une télécommande. C'est méga impressionnant, vraiment. Qui me- Ça à côté, je vous jure, j'ai l'impression que c'est votre mini chien robot, c'est flippant à souhait. Vous n'avez pas vu comment je le pilotais. Non. Ça permet d'effacer la silhouette de l'opérateur. On ne sait pas qui contrôle. Et elle est réversible. Je peux la mettre aussi bien en droitier qu'en gaucher. J'ai juste à dévisser ici, je la retourne, et puis après je peux la prendre si je suis gaucher. Comme nous l'expliquait le général, gaucher ou droitier, c'est que dans la tête. Voilà. On est formaté à la naissance, mais on peut se déformater. Voilà. Vous vous débrouillerez du coup. Donc là, avec celle-ci, j'ai une portée moindre, parce que le problème n'étant pas logiciel ou de la technologie, mais c'est nos capacités. Si je vais l'envoyer tout droit, je vais arriver, mais dès qu'il va être 20-30 mètres, et si je veux faire passer entre les obstacles, ben, notre perception humaine ne nous permet pas D'accord. d'appréhender suffisamment le terrain pour le faire fonctionner. Donc dans ce cas-là, si je veux l'envoyer à beaucoup Le but, plus loin, c'est qu'il avance, pardon, avec cette première façon de le piloter, c'est qu'il avance avec les troupes. avec les troupes, D'accord. voilà. Sans Si- qu'on puisse repérer l'opérateur, C'est ça, puisque tout le monde est muni d'une arme. c'est ça. Ok. Et après, si jamais j'ai besoin de l'envoyer plus loin, en dehors des vues, Ah, mais là, je suis vraiment dans un film. donc, J'ai jamais vu une tablette comme ça de ma vie, à part dans un film. donc on a 2 tablettes comme celle-ci, une pour le tireur, une pour le pilote, qui sont totalement identiques. Là tout à l'heure j'étais sur la fonction feu, j'ai changé pour prendre la fonction châssis. Donc ben, maintenant je peux prendre le robot avec ma tablette et l'envoyer, D'accord. l'opérer jusqu'à 1 km. D'accord. Donc j'ai le retour caméra et là je peux récupérer la vue du tireur. Voilà. C'est très flippant. Ok. Parce qu'on voit très très bien. Je pense que c'est le premier tournage où on teste un produit tech qui marche tout de suite. C'est le seul tournage. Je pense qu'en 15 ans, à chaque fois qu'on a testé une technologie, ça ne marchait jamais quand on filmait. Parce que pour le moment on ne peut pas et gérer Bien sûr. le tir et gérer le déplacement. En Demain, revue, est-ce que c'est une IA qui pourra le faire à votre il place faudra, si on veut qu'il y ait un seul opérateur, il faudra forcément qu'il y ait la machine qui ait Opère. des fonctions D'accord. autonomes. Ok. Mais celui-ci est déjà équipé de petites fonctions autonomes, du déplacement sans télécommande, que vous allez pouvoir essayer ensuite. D'accord. Donc il ne faut juste pas se mettre trop près de moi, parce que sinon il risque de vous détecter. Chargé. Et donc là maintenant, vous voyez, Ah, je mais suis très à l'aise, ça se je l'opère sans les mains. Oh là là. Et je peux trottiner derrière lui. Oh, c'est dingue. Ou aller plus vite. Et dès que je m'arrête, il s'arrête. Donc vous mettez juste à 1 mètre derrière lui. Ok. Et sur le panneau de contrôle, vous avez un logo précède-moi. Sur le côté gauche, vous avez un petit bouton.
Vous appuyez dessus. Alors, il faut qu'il passe en noir. Voilà, ça y est, vous a pris. Donc c'est comme une brouette. Si vous voulez qu'il aille à gauche, vous déplacez légèrement à droite. Hallucinant. Et inversement. Et si vous voulez qu'il s'arrête, vous arrêtez. Pourquoi j'avais pas ça au collège quand on m'emmerdait? Ça aurait été bien, t'arrives à la cour de récréation comme ça, il n'y a personne qui t'emmerde. Non, c'est très impressionnant. Je suis obligé d'en faire des vannes pour réaliser. Ah, je suis Harry Potter, c'est pas possible, c'est incroyable. Hallucinant. C'est d'une précision. Je comprends pourquoi le général était aussi impliqué dans le fait de pouvoir prédire au maximum les technologies de demain, parce que si ça on ne le prévoit pas et que vous demain au combat vous découvrez une technologie pareille en face de vous, en fait vous faites plus rien. Pour pouvoir déplacer une arme comme ça à pied, il faut 4 personnes. Voilà. Ok. Donc d'où l'intérêt, c'est d'avoir l'armement déjà avec des visées laser robotisées, donc une plus grande précision, et il est tout le temps opérationnel. C'est quoi la limite finalement quand on voit aujourd'hui les premières voitures de Google, les Waymo avancer toutes seules dans certaines villes, quand on voit les Tesla avec l'assistance à la conduite, qu'est-ce qui vous empêche finalement? Le terrain. Nous sommes sur des terrains qui sont totalement déstructurés, là où Tesla va rouler sur des autoroutes avec une largeur qui est identique, des bandes blanches qui sont toujours à la même distance, des panneaux, les routes qui sont goudronnées, donc on détecte facilement. Nous, on va évoluer, par exemple, dans le petit bois qui est derrière, où il n'y a pas de chemin forcément, tout est vert. Il y a des herbes hautes, des petits arbres. Donc ça, pour une machine, c'est beaucoup plus compliqué à appréhender. Et la marge d'erreur, il y en a quand même une acceptée sur ces machines-là, quand elles sont sur le terrain, ou quand vous les déployez, il n'y a pas 1% de marge d'erreur possible. Là, on est en temps de paix, on ne va pas se permettre de blesser quelqu'un. Voilà. Donc là, si on les opère, on les a, c'est pour ça qu'on les a encore en physique. Il y a toujours un opérateur dans la boucle. D'accord. Il y aura forcément toujours un opérateur pour la partie feu. Ok. Après, je peux vous montrer aussi sa vitesse à la télécommande. Avec plaisir, je vous laisse faire. Toutes les réponses me font flipper sur ce produit. Ah ouais, ça va vraiment très vite. C'est une voiture de modélisme. À ce stade, il n'y a rien, il n'y a pas d'arrêt immédiat s'il voit un arbre ou quoi que ce soit. Non, il l'a pas encore équipé. D'accord, ok. Vous voyez, tu le vois arriver. Il est aussi équipé d'une fonction semi-autonome de retour sur trace. On lui fait enregistrer un itinéraire avec sa caméra. D'accord, avec sa caméra. Sa caméra, il a une caméra avant et il peut rejouer tout seul l'itinéraire dans un sens ou dans l'autre. Mais pas de position GPS préenregistrée. Non, c'est qu'à l'image. Qu'à l'image. Format exceptionnel. Merci infiniment. Vraiment, c'était magique de pouvoir découvrir de l'intérieur à ce point-là comment vous travaillez. J'espère que ça vous a plu autant que moi. Foncez voir tous les autres épisodes des 20 minutes avec. Abonnez-vous à la chaîne. On se dit à très bientôt. Salut.